c'est le plus grand empire de tous les temps, il ne s'est pas bâti en un jour. De la grandeur à la décadence, de la conquérante à la conquise, Rome. Bonjour, je suis Joey Mantegna. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les frontières de l'Empire romain englobent la majeure partie des pays pratiquant les échanges commerciaux. Le peuple romain est devenu un véritable creuset ethnique. Des cultures très diverses, en provenance de Jérusalem, d'Athènes ou de Pompéi, se rencontrent et se mélangent. Malgré leurs différences, ces individus ont un point commun, la construction des fondations d'un seul et même empire. Celle-ci se fera à travers de prodigieuses réalisations telles que des temples, des aqueducs, des ponts, des routes. Je vous invite à suivre la construction d'un empire. L'Empire romain est devenu un immense melting pot culturel. Une nation offrant une incroyable variété d'images, de sons et d'odeurs. En 80 après Jésus-Christ, le sentiment d'une citoyenneté romaine a fait son chemin à travers l'ensemble du monde méditerranéen. L'Empire s'étend en effet de la Grande-Bretagne à la Syrie, en passant par une kyrielle de territoires, de la côte atlantique du Portugal et des montagnes d'Europe centrale, jusqu'au désert d'Égypte et bien au-delà du Moyen-Orient. Rome fait toujours figure de capitale du monde. C'est une ville très cosmopolite. Mais à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, 4000 autres Roms sont apparus à travers les provinces de l'Empire romain. Jusqu'au IIIe siècle, la puissance et l'ingéniosité du gouvernement et de son armée permettent la vaste politique expansionniste que l'on connaît. Des légions fortement armées participent à la construction des fondations de cette superpuissance méditerranéenne, en conquérant de nombreux territoires étrangers. Lorsque les Romains s'emparent d'une région, ils commencent par y envoyer un groupe de juristes chargés d'étudier la possibilité d'unifier la législation locale avec les lois romaines. L'empereur nomme ensuite un gouverneur romain à la tête de chacune de ces nouvelles provinces. À leur tour, les provinces élisent leurs conseils municipaux qui procéderont aux décisions locales. Je me souviens que la première fois que je me suis rendue dans la capitale afin d'effectuer des recherches sur la Rome antique, je me suis sentie submergée par la ville. Très lentement, j'ai commencé à vouloir sortir de Rome pour explorer les limites de l'Empire. Et partout où je me suis rendue ensuite, en Afrique du Nord, en Grèce, en Turquie, au Moyen-Orient, en Syrie, j'ai trouvé des traces physiques du passage des Romains. On reconnaît dans chacun de ces lieux la trace de l'unification de l'Empire, ne serait-ce que par les vestiges d'architecture romaine qu'on y trouve. On autorise malgré tout la plupart de ces territoires romains à garder leur identité propre. C'est ainsi qu'ils continuent d'apporter chacun à l'Empire leur lot de spécificités. En Syrie, la ville de Palmyre joue le rôle de lien essentiel dans les échanges commerciaux entre Europe de l'Ouest et Asie. C'est par elle que transitent les épices et la soie acheminées vers Rome. Dans ce qui préfigure la Turquie actuelle, l'ancienne ville d'Aphrodisia abrite la plus prestigieuse école de sculpture de l'Empire. Loin de là, à Bath, en Angleterre, les sources thermales et établissements de bains deviennent un lieu de cure thérapeutique prisé par les aristocrates de la haute société, désireux de se refaire une santé. Peu à peu, l'architecture commence à mêler les styles romains et locaux. Si les grandes villes de ces nombreuses provinces incarnent bien l'aspect public de l'Empire, d'autres symbolisent davantage les détails de la vie privée des Romains. C'est le cas à 240 km au sud de Rome, de la ville de Pompéi. Nichée au pied du Vésuve, dans la baie de Naples, Pompéi devient l'un des lieux de villégiature de la haute société romaine. Pendant que quelques étrangers s'y prélassent au soleil dans la douceur de ses brises parfumées, la population y mène une vie trépidante et prospère.
Si l'on pouvait se projeter en arrière dans l'Antiquité, je crois qu'on serait d'abord très frappé par l'absence de voitures, de klaxons et de fumée d'échappement. Par contre, on verrait des chariots tirés par des chevaux, on entendrait le grincement épouvantable que faisaient les roues sur le pavé, on sentirait des odeurs auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, l'odeur de l'urine dans laquelle on lavait le linge ou le parfum des épices exotiques émanant des épiceries. À Pompéi, on flâne volontiers le long de trottoirs étroits. On fait du lèche-vitrine. Il y a là des tissus, de la nourriture. Les gens font longuement la queue devant des boulangeries, comme devant ce four, pour acheter une miche de pain ou encore des biscuits spéciaux pour les chiens. Les citoyens peuvent aussi s'arrêter prendre un casse-croûte auprès de l'une des très nombreuses échoppes proposant des plats à emporter. Beaucoup de gens modestes, ne possédant pas de cuisine, se nourrissent d'ailleurs de cette manière. Voici le meilleur exemple de ces comptoirs que l'on trouvait en abondance dans les rues de Pompéi et qui étaient percés de trous. Les archéologues italiens les appellent des thermopilei, ce qui signifie littéralement « magasin à repas chaud ». Fort heureusement, la nourriture ne se prêtait pas à la fabrication de hamburgers. Je dirais que ces récipients renfermaient plutôt des aliments comme des petits pois ou des haricots, et même des ingrédients comme de la farine pour préparer les pâtisseries. Ces échoppes étaient avant tout des sortes d'épiceries. Les denrées de base sont le pain, les olives et les fruits. Les classes les plus aisées peuvent s'offrir de la viande de porc ou du mouton. La ville de Pompéi est à l'époque célèbre pour sa spécialité de sauce de poisson appelée garum. C'est ici que l'on fabriquait ce garum, que l'on mettait, pour ainsi dire, à toutes les sauces dans la cuisine romaine. Presque tous les plats en comportaient au moins un mince filet. On le fabriquait à partir de maquereaux qu'on laissait fermenter des semaines durant dans des jarres. Voici un exemple de ces récipients. Si la fermentation dégageait une odeur épouvantable, la sauce extraite par ce processus avait curieusement perdu l'odeur du poisson. Les gens étaient prêts à payer cher pour ce condiment au goût particulièrement délicat. Si je plonge à présent ma main au fond de cette jarre, je peux encore trouver des restes de maquereaux remontant à 80 ou bien 79 après Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant. Regardez cette substance qui ressemble à de la sueur. Umbricius Scaurus est l'un des plus célèbres producteurs de garum de Pompéi. Son nom de famille apparaît même comme une marque de fabrique sur ces jarres de sauce, vendues dans les épiceries fines de tout l'Empire. Umbricius Scaurus devient rapidement un homme riche. À sa mort, ses descendants vont perpétuer la tradition sur plusieurs générations. À Pompéi également, le métier que pratique un citoyen, ainsi que le domicile qu'il occupe, révèle son niveau de vie. Des fresques aux couleurs vives, représentant les scènes les plus raffinées de la société romaine, ornent l'intérieur des propriétés des classes aisées. Les sols sont habituellement garnis de mosaïques, des milliers de fragments de tuiles et de pierres assemblés patiemment à la manière d'un immense puzzle et représentant de magnifiques scènes. C'est dans ces intérieurs richement décorés que l'on dort, que l'on mange et que l'on reçoit ses invités. Nous sommes ici dans le triclinium, ou salle à manger. C'est la pièce la plus importante du domicile et la plus décorée. Elle est le lieu par excellence où l'on reçoit et où le repas fait véritablement l'objet d'un rituel. Triclinium parce qu'il y a 3 divans alignés le long du mur, sur lesquels les invités reposent, appuyés sur le coude gauche, en se servant la nourriture à l'aide de leur main droite.
Le mythe hollywoodien nous présente le dîner romain comme une orgie, un banquet monstrueux où des dizaines de participants sont étendus lascivement, pratiquement les uns contre les autres. En fait, je pense que la réalité était bien plus modeste. Rarement plus de 9 personnes dînaient en même temps dans cette salle. Il y avait des esclaves qui fourmillaient tout autour. On voyait passer là une ribambelle de plats. On ne mangeait pas de grands animaux, mais une suite de préparations qui ressemblait plus à des amuse-gueules et que l'on pouvait se servir facilement pour les manger allongés. Il est de coutume chez les Romains de sauter le petit déjeuner et le déjeuner. Dans les familles aisées, le dîner s'éternise. C'est pour ainsi dire un événement gastronomique, parfois suivi d'un spectacle, par exemple de danseuses ou d'acrobates. Dans les foyers plus cultivés, on écoute volontiers de la poésie, pendant que le vin coule à flot jusqu'au petit matin. On pourrait appeler ce lieu la chambre des machines de cette ville-là. C'est ici que les propriétaires produisaient eux-mêmes leur vin. On a reconstitué l'un des 2 grands pressoirs à vin qu'ils possédaient. Voici l'énorme madrier orné d'une tête de bélier, qui foulait le raisin pour laisser s'écouler le jus en contrebas. Celui-ci était ensuite canalisé le long du mur vers toute une série de cuves comme celle-ci, ainsi que vers des dizaines d'autres là-bas, derrière. Parfois, les hommes s'esquivent du foyer pour se rendre dans l'une des nombreuses maisons de passe de la ville. La prostitution est à l'époque un commerce légal. Les tenanciers sont également assujettis à un impôt les autorisant à exercer. Nous voici à présent dans une ruelle retirée de Pompéi, à l'intérieur du grand lupanar. C'est un endroit incontournable pour les touristes qui viennent ici. Ces scènes pornographiques peintes sur les murs décrivent aux clients les spécialités de la maison. Il y avait ici 5 chambres, chacune équipée d'un lit très rudimentaire puisqu'il était en pierre. Un rideau devait pendre devant chaque porte et l'on éclairait l'intérieur à l'aide de bougies. Moi, qui m'imaginais que la chose était peut-être plus réjouissante sous l'Antiquité qu'elle ne l'est à présent, et voici un mur qui servait à recueillir sous la forme de graffitis les félicitations des clients. Durant des siècles, Pompéi est une ville florissante, jusqu'à ce jour fatidique du 24 août 79 après Jésus-Christ. Le Vésuve, l'imposant volcan dominant la ville, entre en éruption. Un nuage mobile de gaz, de cendres et de roches s'abat sur Pompéi ainsi que sur sa ville sœur, Herculanum. Sur le mont Vésuve, de grandes gerbes de feu et de flammes jaillissaient de plusieurs endroits. Leur éclat était d'autant plus aveuglant qu'il faisait nuit. Pline le Jeune. Une pluie torrentielle de cendres ensevelit littéralement les maisons. Si quelques rares personnes parmi les 20 000 citoyens de Pompéi et les 5 000 d'Herculanum parviennent à s'enfuir à temps, l'immense majorité meurt, prise au piège sous 20 mètres de retombées ou bien asphyxiée par les fumées toxiques. Pompéi est une ville où le temps s'est arrêté et dont les habitants sont restés figés sur place. Le désastre provoque une onde de choc jusqu'à Rome. Personne n'ose croire que la célèbre ville de la baie de Naples a été anéantie. Titus, alors empereur, se rend sur les lieux. Il décide de lancer un programme d'aide aux survivants. En 79 après Jésus-Christ, au moment où l'Empire romain est à son apogée, Pompéi vit un grand moment de solitude. On voit d'un côté affluer dans sa région, le centre de l'Italie, une profusion de richesses provenant des 4 coins de l'Empire. On a donc là une sorte de boom économique. Et en même temps, Pompéi doit véritablement se relever de ses cendres. La destruction de Pompéi symbolise la fragilité et le caractère éphémère de l'Empire. Si l'ancienne civilisation existe depuis plus d'1 siècle, des bouleversements s'annoncent. Rome demeure bien entendu la capitale dirigeante.
mais les provinces commencent à exercer leur propre influence sur l'Empire. Le vieil establishment romain se retrouve peu à peu confronté aux nouvelles idées, ainsi qu'au sang neuf qu'elle lui impose. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, le gouvernement n'est plus un peuple réservé exclusivement aux Italiens. L'Empire est un employeur qui ne fait plus de discrimination. En 98 après Jésus-Christ, le général Trajan, né en Espagne, devient le premier empereur non italien. Ses compétences militaires, mais aussi politiques en tant que gouverneur de Haute-Allemagne, ont incité l'ancien empereur Nerva à le choisir comme successeur. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il est encore beaucoup trop tôt pour qu'un provincial venant d'aussi loin que l'Espagne ait une chance de faire un tabac dans l'Empire romain. On a bien des exemples isolés d'hommes devenus sénateurs à Rome. Mais Trajan a été l'un des tout premiers à faire très fort, et ce, après avoir été obligé de surmonter tout un tas de préjugés à son égard. Trajan démontre rapidement ses aptitudes à la souveraineté. C'est un soldat agressif, s'intéressant de très près à la politique étrangère et aux possibilités d'étendre les limites de l'Empire. Mais Trajan est aussi un philanthrope. Il lance un programme d'aide sociale aux plus démunis qui fonctionnera pendant plus de 200 ans. C'est lui qui décide de consentir aux agriculteurs des prêts à faible taux. On l'apprécie tellement pour ses initiatives et la qualité de son administration qu'on lui attribue le titre de Optimus Princeps, ou Prince parfait. Les citoyens romains éprouvent également du respect pour sa femme, Pompeia Plotina. Née en Gaule, la future France, cette première dame non italienne s'intéresse moins au faste de son empire qu'à sa population. Comme elle a l'air simple dans ses vêtements et pleine de bon sens, avec cette modeste suite qui l'accompagne, comme elle paraît sans prétention lorsqu'on la voit marcher dans les rues, Pline le Jeune. À l'inverse de sa femme, Trajan est réputé pour ses dépenses frivoles. Il a aussi une faiblesse pour le vin et les jeunes garçons. Cependant, il se concentre essentiellement sur la romanisation des territoires dont il participe à la conquête, notamment en y développant l'architecture, la technique et l'art romain. En retour, les nouvelles provinces exportent vers Rome leurs produits et nourritures exotiques que l'on trouve sur les marchés, à commencer par les immenses marchés couverts de Trajan, qui font vraisemblablement figure de tout premiers centres commerciaux au monde. Je pense que le marché de Trajan est l'exemple le plus complexe et le plus impressionnant d'architecture romaine qui nous ait été transmis. On ne dispose d'aucune preuve archéologique ou littéraire qu'il s'agissait bien d'un marché. Mais on n'a pas de mal à se rendre compte qu'il est tout à fait semblable dans sa structure à nos centres commerciaux. On imagine bien les gens achetant leurs provisions à un étage, faisant du shopping à un autre, et comme ça jusqu'au 3e étage avec des vêtements, ou peut-être des meubles, de la bijouterie. C'est un lieu qui devait vibrer de couleurs, de bruits et d'odeurs très exotiques. Un bel exemple de la nature cosmopolite de Rome. En développant le réseau routier romain, Trajan facilite l'importation et l'exportation des marchandises. Au IVe siècle après Jésus-Christ, plus de 85 000 km de routes traversent l'Empire. C'est un entrelac complexe de voies à grande circulation partant en étoile depuis le centre névralgique, Rome. Loin des commodités de nos technologies, les routes romaines font néanmoins office de réseau de communication efficace entre la capitale et ses provinces. L'armée romaine avait la réputation méritée d'être techniquement très compétente. C'est elle qui a véritablement construit une grande partie des infrastructures de l'Empire. On lui doit en particulier le grand réseau de routes nationales qui traverse tout le bassin méditerranéen et qui avait été prévu initialement dans l'intérêt de l'État. Il s'agissait de pouvoir déplacer facilement les troupes et les services de renseignement du gouvernement. Ces ancêtres de l'autoroute servent d'abord effectivement à acheminer l'armée jusqu'aux confins des provinces où elle s'en va combattre l'ennemi. Elles deviennent peu à peu le moyen le plus sûr de transporter ses marchandises, par chariot ou à dos de cheval.
C'est aussi grâce à leur existence qu'un premier service postal se met en place. Le contrôle de Rome sur ce très vaste empire signifiait qu'en retour, la capitale pouvait se permettre d'importer à peu près tout ce qu'elle souhaitait depuis le bout du monde. Et cette faculté lui permettait de se maintenir comme capitale du monde impérial. C'est ainsi qu'en 100 après Jésus-Christ, tous les chemins mènent à Rome. Ces autoroutes de pierre permettent une diffusion rapide de l'information de la capitale vers le reste de l'Empire, notamment en matière d'urbanisme et de tendance architecturale. L'aqueduc figure parmi les ouvrages les plus convoités par la plupart des villes romaines. Tout comme Rome, les villes provinciales ont besoin de s'approvisionner en eau de manière continue. On bâtit d'imposants aqueducs pour acheminer l'eau des sources environnantes. Celle-ci est canalisée vers un réseau de tuyaux de plomb alimentant les fontaines, les établissements de bains, ainsi que les maisons de certaines familles aisées. L'aqueduc reposait uniquement sur le principe de gravité. Vous imaginez donc le savoir-faire technique incroyable dont il devait faire preuve pour trouver suffisamment de points d'approvisionnement capables d'alimenter ensemble une population donnée. La raison d'être des villes dépendait entièrement de la proximité ou de l'acheminement de l'eau. Tout reposait sur le transport de l'eau. Les Romains développent également un système sophistiqué de canalisation. Seuls les riches possèdent à leur domicile des latrines. La plupart des citoyens utilisent les toilettes publiques. Ce sont de longs bancs de pierre garnis de trous pour le moins ostentatoires. Ces sanitaires d'extérieur deviennent des lieux de réunion où l'on échange volontiers les derniers potins tout en faisant sa petite affaire. C'est ainsi que sous le règne de Trajan, l'Empire commence à se transformer. Rome perd de plus en plus de sa prédominance. Le transport, plus rapide et plus efficace, permet un échange des informations et des idées à travers l'Empire et contribue à décentraliser le pouvoir. Les provinces deviennent à leur tour des centres de décision. Si la ville de Rome a toujours exercé sa domination sur les provinces romaines, ces dernières influencent à leur tour la capitale impériale. Rome devient et restera dès lors l'une des villes du monde les plus riches culturellement. Depuis les toutes premières années de la République romaine, tous les Romains sont obligés de servir la religion d'État. Ceci signifie qu'ils doivent se rendre régulièrement auprès d'un temple public, y faire un sacrifice en l'honneur d'un dieu particulier. Jupiter, le roi des dieux, Bacchus, le dieu de la vigne et du vin, ou Apollon, le dieu du soleil. Au cœur des principes de la religion romaine figure aussi le sacrifice à l'esprit protecteur de l'empereur en place. On l'effectue sous la forme d'un don d'argent, de nourriture ou bien en tuant un animal. Mais avec les siècles, les citoyens se retrouvent peu à peu confrontés à une multitude de coutumes religieuses affluant des diverses provinces. Il faut bien comprendre que les Romains ne vivent pas leur vie dans l'attente d'une autre vie. Le rôle principal des dieux consiste à vous aider dans la progression de votre existence. Il ne s'agit pas de s'acheter une vie après la mort, mais plutôt de mener la meilleure destinée possible ici-bas. En 100 après Jésus-Christ, les négociants, les commerçants et les esclaves ont commencé à déplacer avec eux d'autres cultes et croyances mystiques à travers l'Empire. Dans sa grande majorité, la population romaine souscrit volontiers à un certain nombre de ces croyances exotiques. L'Empire romain a créé les axes permettant à ces religions de circuler beaucoup plus facilement qu'elles ne l'auraient fait jusque-là. Par exemple, la déesse égyptienne Isis, véritable pivot de ce qu'on pourrait appeler un culte mystique, va se voir adorée bien au-delà des limites de l'Italie, jusqu'à Londres où l'on construit un temple à sa gloire. Les soldats romains en particulier deviennent de fervents adeptes de Mithra, un dieu iranien incarnant la victoire du bien sur le mal. Son culte, symbolisant la mort et la renaissance, plaît aux soldats
confrontés par définition à leur propre mort au champ de bataille. Parti des provinces asiatiques, le culte s'étend au sud jusqu'en Italie et au nord jusqu'en Grande-Bretagne, où l'on trouve des temples dédiés à Mitra. Ces cultes ne sont qu'une illustration de l'immense diversité des religions ainsi que de la tolérance régnant à l'époque dans l'Empire. L'Empire romain se caractérisait par une assez grande tolérance religieuse. On acceptait la plupart de ces cultes tant que leurs adeptes restaient par ailleurs fidèles et heureux d'honorer la religion officielle. C'était un moyen de prouver leur dévotion à l'État romain. Trajan ferme le plus souvent les yeux sur le développement de ces nouvelles et nombreuses pratiques religieuses à travers l'Empire. La population romaine, ainsi que les empereurs qui lui succéderont, tiennent en haute estime son sens de l'équité en tant que dirigeant. Mais en 117 après Jésus-Christ, Trajan meurt d'une attaque. Avec son épouse Pompeia, ils n'ont pas eu d'enfant. Trajan n'a pas eu le temps non plus de désigner son successeur. On raconte que Pompeia aurait falsifié des papiers d'adoption afin de faire d'Adrien, le plus jeune cousin de Trajan, leur fils légitime et par conséquent l'héritier du trône. Le couple l'a en effet élevé après que celui-ci ait perdu son père à l'âge de 10 ans. Adrien a grandi sous la tutelle de Trajan pour devenir un consul ainsi qu'un général respecté. Adrien devient empereur à l'âge de 42 ans. Né à Rome et élevé en Espagne, c'est un homme impétueux qui a passé l'essentiel de sa vie d'étudiant et de jeune soldat à arpenter les provinces romaines. Il aime bousculer les traditions. Aussi, si le fait de porter des poils est perçu dans la Rome antique comme une attitude barbare, Adrien devient le premier empereur à afficher une barbe. Il avait des cheveux frisés au peigne et portait une barbe complète et bien taillée. Ses yeux étaient, paraît-il, clairs et perçants. Il pouvait être d'une compagnie agréable. Il avait un certain charme et se mêlait volontiers à ses humbles sujets qui avaient dû le voir plus souvent que les autres empereurs. Les histoires d'Auguste. Pour fêter son accession au trône, Adrien commence par prendre une mesure hautement symbolique. Il jette dans un grand feu de joie allumé en public tous les impôts et les créances en cours, se positionnant ainsi ouvertement comme l'empereur du peuple. Historiquement, l'empereur Adrien avait plutôt bonne presse, en particulier en Occident, où on le percevait comme un empereur romain pacifique et sensible, s'intéressant plus à la paix et à la prospérité des provinces qu'à l'invasion de nouveaux territoires. En nommant ses fonctionnaires parmi des provinciaux, Adrien introduit des compétences étrangères au sein d'un establishment romain traditionnellement corrompu et malsain. Il s'attache à réformer le système juridique. Dorénavant, les citoyens ne peuvent plus punir librement leurs esclaves, en les castrant ou en les jetant dans l'arène des gladiateurs où ils finiront déchiquetés par des animaux sauvages. Les esclaves doivent désormais être jugés devant une cour de justice. L'épouse d'Adrien se nomme Sabine. C'est la petite nièce de l'empereur Trajan. Mais leur mariage n'est pas un mariage d'amour. Adrien se plaint auprès de ses amis de son humeur instable et difficile. De son côté, Sabine jure de ne jamais lui donner d'enfant en annonçant publiquement son utilisation de contraceptifs. À l'instar de nombreux empereurs l'ayant précédé, Adrien n'aura pas d'enfant. L'empereur doit probablement l'indifférence de son épouse à son infidélité. On dit qu'il préfère les hommes aux femmes. Une idylle amoureuse le lie effectivement à un jeune grec de 18 ans, Antinous, rencontré à l'occasion d'un voyage en Bithynie, la future Turquie. Le terme homosexuel n'existait pas dans le monde romain et le concept n'avait pas la portée qu'il a aujourd'hui. Les rapports sexuels avec d'autres hommes étaient une pratique tout à fait acceptable tant qu'on restait le partenaire actif. Les Romains fortunés disposaient d'ailleurs couramment, parmi leurs esclaves, de jeunes hommes qu'ils utilisaient pour leur plaisir sexuel. La sexualité est souvent une affaire de domination. Tout dépend de qui se trouve dessus. Dans un rapport homosexuel, le partenaire en position de soumission perdait en quelque sorte de son statut. Si un citoyen voulait avoir des rapports avec l'un de ses esclaves, ça ne posait aucun problème puisqu'il ne faisait qu'utiliser une partie de sa propriété. En revanche, pas question pour lui d'être le partenaire dominé. Au-delà de sa passion pour Antinous,
Hadrien éprouve une soif insatiable de parcourir le monde. Il est déterminé à faire le tour de l'Empire tout entier. Pour la première fois, la population, habituée jusqu'ici au seul nom de ses empereurs, s'apprête à découvrir aussi son visage. En 121 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien débute la première de ses 4 grandes tournées de l'Empire romain. Un empire dont les territoires s'étendent sur plus de 3 200 000 km², englobant quelques 4000 villes et 44 provinces. Hadrien est un politicien plein de bon sens, qui part à la rencontre des gouverneurs des provinces d'Asie mineure, de Syrie et d'Afrique du Nord. Au gré de son long périple, il goûte aux cuisines locales et s'imprègne des différentes cultures faisant partie du patrimoine national. L'empereur était parfaitement au courant que les gens avaient besoin de mettre un visage sur son nom. Il n'y avait pas les médias dont nous disposons maintenant. Aucun équivalent à la télévision ni au quotidien. Hadrien a donc consacré l'essentiel de son long règne à arpenter une partie du monde en visitant ses provinces. Il avait compris qu'il était capital pour la stabilité de l'Empire que tout le monde le voit physiquement. Ainsi, Hadrien fait-il la promotion de son image à travers l'Empire. Sur son chemin, il distribue des pièces frappées à son effigie. Presque toutes les villes où il s'arrête lui rendent hommage en lui consacrant un temple. De toutes les provinces parcourues, c'est la Grèce qui l'a le plus impressionné. La beauté architecturale et artistique d'Athènes le frappe de stupeur. Son amour pour la Grèce devient si célèbre que les Romains le surnomment le Grécisant. Hadrien portait une barbe comme les philosophes grecs. Il s'habillait à la manière des intellectuels grecs. Il écrivait de la poésie grecque. Il a pris un amant. C'était presque une caricature. Bien entendu, à son retour à Rome, les vieux aristocrates, qui s'étaient opposés aussi à ce qu'il parte voyager vers l'Est, ont déclaré « Voilà ce qui arrive quand un empereur romain devient grec ». Mais il est important de se rappeler que les gens ordinaires n'ont en aucune manière été choqués par sa démarche. L'Empire romain était sexuellement, culturellement et religieusement beaucoup moins intolérant que la plupart des sociétés de notre XXIe siècle. Hadrien a hâte de faire partager aux Italiens la culture grecque qui le passionne tant. En 125, il débute la construction de son palais impérial à Tivoli, à la sortie de Rome. Un domaine de 150 hectares parsemé de temples, de fontaines et de pièces d'eau rafraîchissantes, tous ornés d'art grec et de statues pillées à Athènes. Hadrien a également un faible pour l'art dramatique. C'est un mécène qui encourage la construction de nombreux théâtres à travers l'Empire. L'idée de monter des productions théâtrales est une invention grecque au départ. Les Romains étaient étrangers à ce concept, et puis ils ont commencé à l'adopter eux aussi. Les premiers théâtres se sont ensuite peu à peu enrichis de décorations en marbre, parfois même de larges colonnes. Hadrien exprime volontiers ses goûts artistiques dans les édifices qu'il fait élever. En 118 après Jésus-Christ, il commandite la reconstruction de l'une des merveilles éternelles de Rome, le Panthéon, un temple dédié à l'ensemble des dieux romains. Une percée aménagée dans le dôme et appelée Oculus agit à la manière symbolique d'un puits de lumière céleste. Pour de nombreux Romains, c'est l'image des dieux les regardant du plus haut des cieux. Mais tout aussi passionné qu'il l'est pour les arts et l'architecture, Hadrien n'en est pas moins resté un guerrier dans l'âme. L'empereur gère son empire comme une forteresse. En 122, il fait bâtir sa plus grande réalisation, un mur de pierre de 117 km, marquant la limite de son territoire de Grande-Bretagne. Il s'agit d'une barrière défensive destinée à protéger l'Empire romain des tribus barbares du Nord. Le mur d'Hadrien, tel qu'on le nomme,
devient une ligne de démarcation symbolique entre le monde dit civilisé et le monde barbare. Les vestiges de ce mur font aujourd'hui office de monument commémoratif à la gloire des bâtisseurs et des défenseurs de l'empire d'Adrien. Après être ainsi passé par la Grande-Bretagne, Adrien poursuit son périple à travers son puissant empire de Rome. En 130 après Jésus-Christ, Adrien entame sa troisième tournée éclair des provinces. Après sa traversée de l'Asie, il s'embarque à l'ouest vers l'Égypte, où il a étudié dans sa jeunesse la magie et l'astrologie. Adrien est un homme très superstitieux, que les cultes d'Isis et d'Osiris fascinent. À l'occasion de ce déplacement en Égypte, il s'est entouré d'une suite imposante. Son amant, Antinous, l'accompagne aussi. Entre ses rendez-vous avec les gouverneurs de province et autres citoyens éminents, il décide un jour de se détendre en descendant le Nil en bateau. Mais pendant la croisière, Antinous glisse du pont de l'embarcation et se noie. L'entourage présent au moment du drame dira qu'Adrien a réagi en se mettant à sangloter comme une femme. Son autre réaction consiste à déifier littéralement son amant en baptisant de son nom une ville au bord du Nil. Tout en continuant de pleurer la perte d'Antinous, Adrien poursuit son voyage à travers l'Empire. En 131, il entre en Judée, peuplée essentiellement de citoyens juifs. Mais l'Empire, qui a toujours pratiqué une certaine tolérance vis-à-vis des croyances religieuses, commence à changer de point de vue. Au sein de l'Empire, la province de Judée est évidemment la plus embarrassante. C'est celle qui est la plus prédisposée aux révoltes. Le fait qu'au cœur de cette dissidence et de cette résistance se trouve le peuple juif est important parce que cela souligne bien la différence du judaïsme par rapport à toute autre forme de religion à l'intérieur de l'Empire romain. Le judaïsme est une religion ethnique dont les règles reposent sur toute une série d'écrits et ceci en fait un groupe d'opposition beaucoup plus difficile à renverser que n'importe quel autre groupe religieux dans les autres provinces de l'Empire. À l'époque, les croyances religieuses circulant à travers l'Empire se partagent entre de très nombreux dieux. Parmi eux, les dieux romains, auxquels les citoyens doivent, par force de loi, faire leur dévotion. Cependant, les Juifs ne croient et ne peuvent croire qu'en un seul et unique Dieu. Leur refus de se plier à la religion d'État engendre des tensions entre l'empereur et les citoyens de Jérusalem, capitale de la Judée. À l'époque, le peuple juif se différenciait déjà beaucoup des Romains d'Italie, ne serait-ce que par ses coutumes alimentaires, ses détails vestimentaires, etc. Un peu à la manière dont de nombreux juifs orthodoxes continuent de se distinguer aujourd'hui. Les conflits véritables entre juifs et romains sont nés du fait que les Romains n'ont pas compris toute la portée, la profondeur de la sensibilité religieuse du peuple juif. Le dédain de Rome pour les pratiques religieuses juives s'intensifie à travers une série de violents affrontements. En 70, les soldats romains saccagent les rues de Jérusalem. Ils massacrent les citoyens et incendient les temples sacrés. L'écrivain juif Joseph relate ainsi leur méthode. Ils se précipitaient à travers les rues, l'épée à la main, et frappaient sans distinction tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Joseph. Un petit nombre de Juifs parvenus à échapper à cette véritable tuerie s'établit en communauté à Masada, qui surplombe la mer Morte depuis les hauteurs du désert de Palestine. Mais cette ville fortifiée, édifiée par le roi Hérode en 37 avant Jésus-Christ, n'échappe pas pour autant à la loi romaine. De 67 à 73 après Jésus-Christ, les Juifs parviennent à tenir à distance l'armée romaine. Mais en avril 73, à l'aide de catapultes et de béliers leur permettant de percer le mur d'enceinte, les soldats donnent l'assaut à la citadelle. Face à ce qu'elles considèrent comme un destin inéluctable, la colonie juive préfère se suicider. À leur entrée dans le bastion,
les soldats romains trouvent 960 cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Leur martyre restera un symbole de la solidarité juive contre l'impérialisme étranger. Le siège de Massada a été pour les Romains leur opération la plus efficace, une magnifique démonstration publique comme quoi nul ne doit tenir tête à l'autorité de Rome. Massada va rester ainsi un symbole de la puissance des Romains, avec des échos jusque dans l'est du bassin méditerranéen sur les risques encourus lorsqu'on s'avise de s'opposer aux Romains. Il y a bien entendu un débat autour des Juifs de Massada. Se sont-ils réellement suicidés collectivement ou bien ont-ils plutôt été massacrés? Tout porte à croire qu'ils ont bien mis fin à leur jour. Ceci change considérablement le sens de l'histoire en conférant aux Juifs une marque de dignité dans leur résistance contre l'envahisseur impérialiste. Et d'autre part, le siège de Massada reste une preuve de la puissance militaire colossale des Romains. Si Hadrien sait l'hostilité qui oppose son gouvernement au peuple de Judée, il reste néanmoins déterminé à maintenir Jérusalem comme une ville romaine. À son entrée dans la ville sainte, il annonce la construction d'un temple romain à la gloire du dieu Jupiter. Les Juifs apprennent avec consternation que l'édifice se dressera à l'endroit précis où s'élevait l'un de leurs temples sacrés, détruit par les soldats romains. Hadrien continue de se comporter de manière insultante en critiquant et en dénonçant les rites culturels juifs. Hadrien avait pourtant l'excellente réputation d'être un pacificateur, un homme généralement respectueux des coutumes des différents peuples formant l'Empire. Mais il avait beaucoup de mal à tolérer certaines pratiques juives qu'il considérait comme bizarres. Le nouveau décret d'Hadrien est un sacrilège, un véritable outrage proféré à l'égard du peuple juif. En 132, en guise de défi massif, des milliers de Juifs se rassemblent pour manifester leur opposition à l'État romain. À leur tête figure Simon Bar Kokhba. C'est un zélote, l'un des membres nationalistes juifs très actifs à l'époque contre l'occupant romain. Pendant près de 4 ans, les Juifs parviennent à repousser plusieurs légions romaines. Mais après avoir massacré plus de 500 000 Juifs, l'armée romaine finit par prendre la ville de Jérusalem. Hadrien ordonne qu'on lui apporte le corps de Bar Kokhba. Si son Dieu n'avait pas choisi de le faire mourir, qui donc aurait pu en venir à bout? Hadrien. La révolte de Bar Kokhba est la plus grande bataille militaire ayant eu lieu sous le règne d'Hadrien. L'armée a restauré l'autorité romaine dans la province de Judée. Mais le conflit aura laissé d'âpres souvenirs des deux côtés. L'important à retenir de cet épisode n'est pas tant l'intérêt militaire que politique de l'intervention romaine. Les Juifs étaient militairement insignifiants aux yeux des Romains. Ces derniers voulaient simplement que chacun au Moyen-Orient comprenne qu'aucune résistance de ce type ne serait tolérée. Hadrien rentre à Rome en 135, après avoir visité 38 de ses 44 provinces. Malade, il passe la dernière année de sa vie dans son palais de Tivoli. À sa mort en 136, on l'enterre dans un monument à Rome, aux côtés de son épouse, Sabine. Le lieu de repos s'avère inconvenable pour un homme qui n'a jamais aimé sa femme et qui a passé le plus clair de sa vie loin d'elle et de la capitale. Les longs périples d'Hadrien montrent à quel point bon nombre des provinces se sont intégrées politiquement et économiquement à l'Empire romain. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le pouvoir passe des mains de Rome à celles des différentes provinces. En 161 après Jésus-Christ, l'empereur Marc Aurèle déclare « En tant qu'empereur, Rome est ma patrie, mais en tant qu'homme, je suis un citoyen du monde. » Il vient de résumer ce qu'est devenue la citoyenneté romaine. On est bien loin du club élitiste qui s'étendait autrefois sur le monde méditerranéen.
Désormais, que l'on soit un modeste paysan vivant aux confins de la Grande-Bretagne ou bien un riche aristocrate à l'abri de son palais d'Égypte, un seul et même rôle nous unit, celui d'acteur du grand empire de Rome.